Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour que nous recevons ici à Dakar à l'occasion des États généraux de l'intelligence économique africaine se présente lui-même comme un activiste de l'émergence de l'Afrique, cadre dirigeant de banque hors classe, auteur de plusieurs ouvrages. Je cite juste le dernier, Franc CFA, face cachée de la finance africaine, publié aux éditions BOD. Cheikhna Cissé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parfaire votre présentation. Je dois ajouter que vous êtes président de la commission Banque et compétitivité du CAVI. Le CAVI, c'est le Centre africain de veille et d'intelligence économique. C'est d'ailleurs à ce titre que je vous reçois ce soir pour vous qui revendiquez des solutions africaines aux problèmes africains. J'imagine que ces États généraux ont réjoui votre cœur. Mais tout à fait, parce que pour une des rares fois, des Africains ont décidé de mutualiser leur intelligence et leurs moyens pour organiser une conférence sur une discipline aussi stratégique que l'intelligence économique. Donc, on ne peut pas réclamer aujourd'hui qu'on soit autonome dans nos prises de décision si nous ne sommes pas autonomes, indépendants du point de vue des moyens à mobiliser. Cheikhna Cissé, est-ce que l'africanisation de l'intelligence économique est une clé pour faire face aux problèmes auxquels le continent est confronté aujourd'hui? Vous savez, le continent est confronté à beaucoup de problèmes. Oui. Et aujourd'hui, l'intelligence économique n'est pas une finalité. C'est un des moyens pour permettre justement de résoudre ce problème de l'Afrique, parce qu'il y a une asymétrie de l'information au niveau du continent, il y a une disparité de l'information, et l'information, elle est très difficile à collecter, à traiter. Et donc, l'intelligence économique, cette discipline nouvelle, permet justement aux Africains de pouvoir sortir des chantiers battus et aller justement là où ils peuvent créer de la valeur ajoutée. Vous dites que l'Afrique est une grande question et que la réponse est avec les Africains. Pourquoi ont-ils finalement autant de mal à trouver cette réponse dont vous parlez ou ces réponses? Parce que les Africains se sont, je disais ce matin, que nous sommes issus d'un processus colonial, mais nous devons sortir de ce discours victimaire. Nous sommes déjà très passionnels, très émotionnels, et les Français nous ont laissé comme héritage le romantisme et le sentimentalisme. Et tout cela crée un cocktail molotov au niveau de l'Afrique qui s'appelle l'illusion. Et nous ne pouvons pas, le développement n'est pas une notion, n'est pas illusoire, c'est du concret. Les populations africaines sont confrontées à des problèmes réels, et les dirigeants, et surtout, pas seulement la classe dirigeante, mais les intellectuels, la classe qui dirigeante de façon même sur le plan économique, doit se mobiliser pour résoudre les problèmes prégnants qui se posent aux populations africaines. C'est pour ça que je dis qu'il faut que nous sortons du discours victimaire. Certes, la colonisation a été un méfait, mais aujourd'hui, pleurnicher sur les méfaits de la colonisation ne fait pas avancer. D'ailleurs, la génération actuelle n'a pas connu la colonisation. Donc, il serait de mauvais aloi de pouvoir, ce que nos aînés ont toujours fait de lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, que nos enfants et nous-mêmes puissions nous apitoyer sur notre sort. Et j'aime bien cette phrase de Paul Kagame qui disait que notre histoire, elle est triste, certes, mais nous ne devons pas avoir le cœur brisé au point de renoncer à notre avenir. Pour en revenir à ces états généraux de l'intelligence économique africaine, il y a eu beaucoup de panels. Si je vous posais la question piège, et pour vous fâcher un peu avec le président du CAVI, quels seraient les panels qui vous auraient le mieux plu, et qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a déplu? En réalité, c'est comme demander à un père de famille de choisir parmi ses enfants. Mais en toute vérité, le CAVI, en le créant, en l'instituant, c'est à l'action. C'est de quitter le stade du discours et aller vers l'action. Et c'est pour cela que vous savez très bien qu'en décidant nous-mêmes d'être autonomes sur le plan financier, d'organiser ces États généraux, parce que nous sommes dit que si nous devons continuer comme nos États
à plaider à l'aide internationale, l'addiction à l'aide internationale, nous n'arriverons pas. Parce que celui qui prête la guitare, c'est celui qui impose la mélodie. Et donc, pour vous dire que ce qui m'a plu, c'est l'apport de l'intelligence économique aux organisations panafricaines, aux organisations africaines. C'est ce qui m'a le plus plu. Parce que ça, c'est de l'action et c'est du concret que les populations africaines vont constater, que les organisations africaines vont constater dans les jours et mois à suivre. C'est le panel d'ailleurs que vous avez animé. Tout à fait. Je me disais, j'allais lui poser la question à l'envers cette fois-ci en lui disant, très bien, que peut donc apporter aux organisations africaines l'intelligence économique? Si je vous reposais la question. Alors, je vous prends un secteur qui m'est familier puisque j'y exerce depuis 3 décennies, c'est le secteur financier. Oui. Il n'y a pas d'intelligence économique formalisée dans le secteur financier. Or, l'information est au cœur du secteur bancaire. Et vous savez très bien que j'aime rappeler 2 chiffres qui me donnent toujours du pincement au cœur. C'est que nous avons le taux de bancarisation le plus faible au monde. Plus de 80% de la population africaine n'a pas accès aux services bancaires classiques. Et le financement bancaire de l'économie est le plus faible aussi de la planète. 80% du financement n'est pas acquis dans le système bancaire. Le taux de financement représente à peu près 20 à 25% du PIB. Donc, c'est pour ça que nous allons prendre un exemple concret, faire en sorte que les dirigeants financiers qui détiennent le nerf de la guerre puissent introduire dans leur management, dans leur façon de voir. Parce que, à l'instar des autres entreprises, c'est-à-dire que le monde bancaire, non seulement l'intelligence économique leur permet de pouvoir s'étendre, et ensuite d'être prescripteur pour ses clients. C'est le secteur bancaire qui permet cela, nulle part ailleurs. Ce que ne savent pas nos téléspectateurs, c'est que vous êtes malien. Et je pensais à votre pays en préparant cette émission et je disais que en quoi l'intelligence économique africaine peut-elle contribuer à pacifier un pays meurtri ces dernières années? Vous saviez que la première conférence de M. Guguet de l'intelligence économique africaine, je l'ai organisée à Bamako. Et à l'occasion, le gouvernement a délégué plusieurs hauts fonctionnaires lors de cette réunion. Et ça a permis aujourd'hui, c'est l'information. Quand vous prenez l'aspect sécuritaire, l'aspect financier, l'aspect économique, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avions une guerre asymétrique qui nous est imposée. Et cette guerre asymétrique, l'une des bases, c'est la disponibilité du renseignement. Or, l'intelligence économique n'est pas de l'espionnage, mais dans la collecte, dans sa démarche, ne sont pas des renseignements d'ordre militaire. Et c'est pour ça que l'intelligence économique va permettre à un pays meurtri, déstabilisé comme le Mali, de pouvoir rebondir, parce que la solution définitive et à long terme des problèmes sécuritaires, des problèmes sociaux, c'est bien une finalité financière. Cheikhna Cissé, vous avez remarqué que depuis le début de cet entretien, ça fait quoi, 5-6 minutes que nous parlons, je n'ai pas encore évoqué la question du franc CFA. Vous voulez qu'on en parle 2 minutes rapidement? Bien sûr. Je me disais, et si on abordait rapidement la question dans la perspective de l'africanisation, encore une fois, de l'intelligence économique? Est-ce qu'il faudrait aller vers notre propre monnaie? Alors, j'ai écrit ce livre franc CFA, vous en faisiez allusion tout à l'heure, face cachée de la finance africaine, parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de voile épais qui entoure ce débat-là. Et donc, je me définis comme quelqu'un qui n'est ni un cacique du franc CFA, ni un chantre du franc CFA. Je ne suis qu'un piètre conteur qui décompte les mécomptes du franc CFA. Et donc, moi, je laisse le soin aux lecteurs de pouvoir faire eux-mêmes leur propre opinion sur un sujet aussi délicat. Mais, je dis encore une fois, la faute incombe aux autorités monétaires et publiques parce qu'elles ne se sont pas ouvertes au débat. Or, aujourd'hui, le débat, il est essentiel parce que la monnaie fait partie intégrante de la vie des 164 millions de personnes, d'Africains qui partagent le franc CFA. Vous dites que le silence assourdissant de la BCEAO, en dehors parfois de ces quelques rares communiqués, n'aide pas à aller au fond de la question. C'est ça? Alors, je vous dis, moi, c'est une démarche scientifique qui a prévalu à l'écriture de ce livre-là. Et c'est pour cela que, dans un cadre rigoureux, j'ai pu fournir un exemplaire à la Banque centrale. Je peux vous dire
peut-être que c'est une, comment dirais-je, je vous le dis en primeur, c'est que la Banque centrale, après lecture de ce document, m'a envoyé un courrier officiel pour reconnaître la pertinence des idées qui sont liées. Je voulais justement vous poser cette question en vous disant qu'est-ce qui était dans la lettre que la Banque centrale vous a envoyée. Alors, la Banque centrale m'a même encouragé à poursuivre la réflexion. C'est-à-dire que de ce courrier officiel de la Banque centrale, qui est très rare, il faut le dire, j'en retiens 3 points essentiels. Le premier, c'est que la Banque centrale montre qu'elle n'est pas moins panafricaniste que beaucoup d'activistes comme nous qui s'activent sur le terrain très sensible du sujet monétaire. La deuxième chose, c'est qu'en le disant ainsi, c'est que si le format bien sûr est adapté à une lecture saine, à une analyse saine, bien, ils ne peuvent que le reconnaître. Et troisièmement, moi je me réjouis toujours lorsque celui qui est critiqué accepte la critique et reconnaît la pertinence des critiques, ça ne peut qu'honorer l'auteur de la critique. Dans le grand combat pour la compétitivité des États africains, encore une fois, vous n'avez pas répondu à ma question, je vais essayer de la poser autrement. Est-ce qu'il faut avoir, oui ou non, notre propre monnaie? C'est-à-dire qu'il y a un camp qui dit que oui, le franc CFA est notre monnaie. Oui. Je ne fais pas partie de ce camp. Il y a un autre camp qui dit qu'il faut que nous créions notre propre monnaie. Je suis de ce camp. Mais je dis attention, la monnaie est une affaire extrêmement sérieuse. Ça demande de la préparation. On ne peut pas aller à une stratégie de rupture les bras ballants. Ça demande de la préparation. Mais en attendant, dans le livre, je dis qu'il y a des insuffisances notoires du franc CFA. Et je me permets de vous en citer simplement une. Oui. Vous avez vu nos amis qui sont venus de l'Afrique centrale. Ils ont des CFA de l'Afrique centrale. Oui. Ils n'ont pas pu échanger ces francs CFA contre en zone UEMOA. En zone UEMOA. Ça, c'est une incongruité. C'est une incongruité. Et cela perdure depuis 1993. Et donc, moi, mon combat, c'est de faire prendre conscience les deux banques centrales, la BEAC et la BCEAO, des insuffisances du franc CFA pour le corriger. Le reste, il y va de la souveraineté même totale de tous les États africains de faire en sorte qu'ils aient leur monnaie, qu'ils aient leur politique monétaire. Et je veux enchaîner, si vous le permettez, sur un sujet aujourd'hui qui est très clivant. C'est-à-dire qu'il s'agit de la présence de l'État français dans les organes de décision, au niveau de la BCEAO, dans le Conseil des organes de décision et aussi même du comité de politique monétaire. Il faut dire les choses de façon très faciale. De façon très concrète, c'est que la France n'a pas de droit de veto, parce qu'un droit de veto est une notion juridique qui s'inscrit. Mais cependant, je le dis aussi à nos amis de la Banque centrale, c'est qu'il n'y a pas de petits États. Et c'est que même si la France n'a qu'un seul représentant au conseil d'administration, c'est bien la France. Et je vous donne un seul chiffre, tous les 54 pays africains réunis, les richesses n'atteignent pas la France. Donc, même si la France n'a qu'un seul représentant et que les autres ont 20 représentants, bien la voix de la France compte. Mais elle compte. Et elle va peser longtemps encore? Elle va peser aussi longtemps que les Africains vont continuer à prendre leurs pieds au lieu de prendre leurs mains. On va conclure notre entretien. Ce sera ma dernière question. Au moment où s'achèvent donc ces états généraux de l'intelligence économique africaine, j'avais envie de vous demander quelles sont les recettes pour faire face à la faible pénétration de l'intelligence économique chez les dirigeants, les décideurs africains. Les décideurs africains ont toujours quelques années de retard par rapport à leur population. Il faut les corriger. Je pense que déjà cette correction est en cours quand on voit ce qui se passe dans certains pays comme le Rwanda, des dirigeants qui ont un vrai leadership. Et d'ailleurs, ça me permet de parler encore du Mali de façon très meurtrie, parce que aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans une situation de blocage où nous avions un jeune Premier ministre, justement, et là, c'est la promotion de la jeune génération qui vient d'être nommé aux affaires, qui est connu pour être quelqu'un de très brillant, et qui aujourd'hui, malheureusement, ça fait 2 semaines que mon pays, le Mali, n'a pas de gouvernement. Et vous savez très bien ce que cela peut coûter en termes de conduite des affaires, en termes de résolution des conflits. Et donc, j'en appelle aux dirigeants africains
de faire en sorte, et parce que dans le livre, je le dis clairement, ce n'est pas la France qui est coupable. Ce n'est pas les États-Unis qui sont coupables. Parce qu'il ne faut pas demander à un prédateur de pouvoir demander à sa proie de l'affranchir et surtout de la hisser à son niveau. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans une compétition, nous sommes dans une jungle. Donc, si le lion continue à avoir pitié de l'antilope, un jour, il va mourir de faim. Et donc, c'est à nous-mêmes de prendre nos destinées en main. Et la liberté économique que nous revendiquons, elle ne se donne pas, elle s'arrache, elle se détache. Cheikh Nar Cissé, merci. Merci à vous. Économiste, banquier, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages. Je rappelle juste le dernier, une fois encore, pour ceux qui nous rejoignent. Franc CFA, face cachée de la finance africaine, publié aux éditions BOD. Vous êtes aussi, évidemment, président de la commission banque et compétitivité du CAVI. Et je rappelle que le CAVI, c'est le Centre africain de veille et d'intelligence économique. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau dans l'entretien du jour, ici à Dakar, pour répondre à quelques-unes de nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.